Allez, on y va. Voilà, c'est bon. Donc, je vais déjà vous introduire, hein, Thomas. Oui, Je vais laisser aussi vous présenter, mais aujourd'hui, on accueille donc Thomas. Alors, ça se dit comment votre nom? Deloy? alors, Deloy, Deloy, d'accord. Thomas Deloy, donc, qui est responsable des ventes chez Nausicaa Nausicaa et Innovesa pour et les deux Innovesa. entités. Et on a voulu faire un focus aujourd'hui avec Thomas sur le matériel de transfert, justement. Un matériel qui souvent questionne aussi beaucoup les pharmacies sur quel modèle existe, quand le préconiser, quel modèle préconiser en fonction de quel état et pathologie du patient, et puis qui peut justement enfin, quels sont les remboursements possibles alors, en termes de prise en charge? Est-ce que c'est à la location, à l'achat, etc. Toutes ces questions, on va se les poser là ensemble. Et on adjoindra justement à cette visio des tutoriels d'utilisation du matériel également. Comme ça fera du sens avec tout ce qu'on aura vu. Exactement. OK. À vous l'antenne. Bonjour. Donc, la première des choses que je dirais qui est très importante, c'est quand vous avez donc la famille qui se présente dans la pharmacie, parce que bien souvent, vous n'allez pas avoir affaire au patient, mais à un aidant ou à un soignant qui vient pour la personne qui a des besoins. Donc, ça sera la première des choses. La personne va venir et va demander un appareil de transfert parce que la personne en question, le patient, n'est plus en capacité de se déplacer de son lit vers son fauteuil par ses propres moyens. Il ne peut plus déambuler. Donc, il a besoin d'un appareil de transfert. Et c'est à ce moment-là où, par de simples questions, on va pouvoir choisir est-ce qu'on va lui préconiser un verticalisateur ou un lève-personne. Parce que sur le marché, en termes de matériel de transfert, il existe ces deux possibilités. Donc, on va avoir soit le verticalisateur, soit le lève-personne. À savoir qu'un verticalisateur, on est sur ce qu'on appelle du transfert semi-actif, où on va demander une légère participation du patient à son transfert, alors que pour un lève-personne, on est sur du transfert totalement passif où on n'a pas besoin de participation du patient. Et c'est là qu'il va falloir poser quelques questions et que c'est très important parce que si on préconise trop tôt un lève-personne à quelqu'un qui a encore certaines capacités physiques, Ouais. on risque d'accentuer la grabatisation. Donc, voilà, là, il y a deux questions très simples à poser dès le départ. C'est est-ce que le patient tient seul, assis au bord du lit ou même aidé? Donc, voilà, on demande si la personne est en capacité de se tenir assis au bord du lit, seul ou aidé. Et la deuxième question, c'est est-ce que la personne est capable de poser ses deux pieds à plat au sol? Pas plus. Voilà. Si la personne dit oui à ces deux questions, on sait qu'on peut lui proposer un verticalisateur. Pour garder Si, ce tonus dans les jambes, justement. exactement. Voilà. Si la personne est capable de tenir assise au bord du lit et de mettre ses deux pieds à plat au sol, alors attention, quand je dis mettre ses deux pieds à plat au sol, je ne demande pas si la personne est en capacité de tenir debout. C'est est-ce qu'elle est en capacité de faire le mouvement et de mettre ses deux pieds à plat au sol? Est-ce qu'il n'y a pas une déformation trop importante de ses pieds, de ses articulations de cheville qui l'en empêcherait? Voilà. Donc, si la personne est capable de tenir assise au bord du lit, seule ou aidée, et qu'elle sait mettre ses deux pieds à plat, on peut lui proposer un verticalisateur. Si cette personne ne répond pas oui à ces deux questions, on sait d'ores et déjà qu'on va lui proposer un lève-personne. Ensuite, nous, chez Nausicaa, on a deux types de verticalisateurs. Nous avons le Way Up et l'Easy Lev. Ils ont tous les deux schémas de levée bien distincts brevetés et on va adresser ou l'un ou l'autre en fonction de la tonicité de la personne. Voilà. Il faut savoir qu'un verticalisateur, c'est très important de commencer par ce type d'appareil de transfert parce que quand on va faire le transfert du lit vers le fauteuil ou du fauteuil vers le lit, ça marche dans les deux sens, ça va nous permettre de passer le patient par la position debout sur l'appareil de transfert. Même si on est sur un transfert court d'une trentaine de secondes, peu importe, c'est très important au niveau physiologique. Parce que le fait de passer par la position debout va être bon pour le retour veineux ainsi que pour le transit intestinal. Oui. Ça joue aussi un peu sur les facultés cognitives, le fait à un moment donné dans la journée d'être debout, de pouvoir interagir avec la famille ou les aidants, les soignants en étant à la même hauteur qu'eux, c'est très important. Et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur du transfert semi-actif, donc il y a toujours une participation du patient.
Et donc, on entretient ses capacités, qu'elles soient physiques, qu'elles soient cognitives. À partir du moment où on le fait participer, c'est toujours bon pour lui. Voilà. C'est pour ça qu'il est très important de ne pas mettre d'office un lève-personne, de bien poser ses questions, de faire une étude patient, savoir s'il va être en capacité d'être transféré debout. Oui. Alors, au mieux, on va à domicile pour se rendre compte aussi des capacités du patient, hein, si on le peut. Hein. Alors, si on le peut, après, on sait très bien que dans la majorité des cas, les personnes vont se présenter à l'officine avec une ordonnance et vont demander un appareil de transfert. Et là, on n'aura pas eu le temps de faire une évaluation des besoins réels du patient. Donc, déjà, avec ces 2 questions-là, vous pourrez avoir un ordre d'idée de est-ce que je mets un verticalisateur, est-ce que je mets un lève-personne. Oui. D'accord? Je disais que donc, nous, chez Nausicaa, on a 2 types de verticalisateurs. On a le Way-Up qui va prendre en charge des patients qui ont besoin d'un appareil de transfert, qui sont capables de tenir assis au bord du lit et de mettre les 2 pieds à plat. Et on va les solliciter. Pour utiliser le Way-Up, il faut qu'ils aient encore assez de tonus dans le haut du buste. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils soient capables de solliciter le tonus du haut du corps pendant la phase de levée. Et une fois debout, sur le Way-Up, une fois que l'appareil les aura verticalisés, qu'ils tiennent la station debout. D'accord ? Si par ces questions-là, on vous dit « Ah oui, elle sait être assise au bord du lit, cette personne, elle sait mettre ses pieds à plat, mais par contre, une fois qu'on l'a verticalisée, elle n'a plus assez de tonus dans les jambes et dans le haut du corps pour tenir la station debout seule », on sait que le way-up ne sera pas suffisant à les verticaliser. Et pour ce faire, on a un autre appareil de transfert verticalisateur qui s'appelle l'EasyLev, qui a un autre mouvement de verticalisation. Et cet EasyLev va vous déplier, va faire un dépliage mécanique du squelette. Et là, pour le coup, on ne demande pas spécialement que la personne ait assez de tonus dans les membres inférieurs et supérieurs pour être verticalisée. C'est l'appareil qui va déplier votre squelette pour faire en sorte que pendant cette phase de transfert lit-fauteuil ou fauteuil-lit, vous soyez déplié, puisqu'on a vu que c'était bon physiologiquement. Alors, c'est bon physiologiquement, mais il y a aussi un autre aspect, c'est-à-dire que le fait d'être transféré dans la position debout va permettre de profiter de ce moment de transfert lit-fauteuil ou fauteuil-lit pour faire autre chose. Oui. Voilà. C'est-à-dire que si la personne est encore continente, on va pouvoir l'amener aux toilettes pour qu'elle puisse faire ses besoins. Ce qu'on ne peut pas faire avec un lève-personne, ou très, très difficilement. Voilà. L'encombrement. Voilà. Mais c'est surtout que quand vous êtes transféré dans un lève-personne, vous êtes enrobé dans une sangle. Et dès lors que vous êtes dans cette sangle, on n'a pas accès pour vous baisser le pantalon si vous êtes encore continent pour vous mettre aux toilettes. Il existe des sangles qu'on appellera des sangles de toilette qui vont faciliter de baisser un poil le pantalon, mais ça reste très, très complexe. Oui. Et puis, ce type de sangle est à proscrire sur les personnes hypotoniques parce qu'on génère un gros trou dans la sangle et on risque de les perdre. Pendant le transfert, on appelle ça couler à travers la sangle. Donc, si la personne est encore continente et qu'on a un transfert en verticalisateur, on va pouvoir l'amener aux toilettes en dur. Ouais. Voilà. Si elle est plus continente et qu'elle porte des changes, ça va aussi nous permettre, pendant cette phase de transfert, de pouvoir éventuellement faire du change debout avec une petite toilette debout. Pareil, c'est qui est impossible à faire avec un lève-personne. Ensuite, pour ces 2 appareils de transfert de type verticalisateur, on vous propose 2 types de châssis. Ça, c'est pareil. C'est en posant quelques questions qu'on va déterminer quel type de châssis on va proposer à ce patient. Ça va dépendre de l'encombrement de son lieu de vie. Si on est dans un espace très exigu, avec des couloirs très étroits, qu'on sait que cette personne est continente, qu'on va devoir l'amener dans les toilettes en dur et qu'il faut tourner très court dans le couloir, on va plutôt proposer le châssis fixe. Ça sera le châssis le plus compact avec l'empattement le plus court, qui nous permettra de tourner très court dans un couloir pour rentrer dans une pièce. Si nous n'avons pas besoin de tourner court dans une pièce, que les transferts se font dans la chambre, moi, j'opterais plutôt pour ce qu'on appelle les châssis à écartement des pieds. Donc, on va avoir un châssis sur le verticalisateur qui est similaire à un châssis de lève-personne où, à l'aide d'une pédale, on va écarter les pieds pour passer de part et d'autre du fauteuil pour venir chercher le patient. Moi, pourquoi je préconise ce type de châssis? Parce qu'en général, ce type de châssis, on va avoir des roues de grand diamètre qui vont nous permettre d'avoir une meilleure maniabilité, roulabilité de l'appareil au domicile, parce que bien souvent, on va rencontrer du tapis,
un tapis, de la moquette, du lino, des seuils de porte à franchir, qui sont autant d'obstacles plus difficiles à franchir quand on a des roues de petit diamètre. Oui, puis le but, c'est pas de faire du 4x4 non plus à la maison. Hein. Alors, moi, je dirais que la bonne pratique, c'est de faire le transfert dans la chambre, de prendre la personne assise au bord du lit avec l'appareil, de le sortir du lit, de faire un quart de tour, de la poser dans son fauteuil et de sortir de la chambre avec le fauteuil pour l'amener au salon, à la cuisine, peu importe. Ça, c'est dans le monde des bisounours, je dirais. Parce que dans la réalité du terrain, on sait très bien que bien souvent, on va prendre la personne dans son lit, dans sa chambre, on va sortir dans le couloir et on va déambuler dans son habitation sur l'appareil de transfert pour l'amener ou dans la cuisine, ou dans le salon, ou dans la salle de bain. Et c'est là que, du coup, il arrive souvent les accidents. C'est quand on fait des longs transferts sur de longues distances dans un appareil de transfert qui n'est pas prévu à l'origine. La personne peut avoir du tonus, mais à un moment, elle peut lâcher aussi, quoi. Exactement. Et puis, on peut rencontrer des meubles et puis on peut faire une mauvaise manipulation, le cogner dans un passage de porte. Donc, moi, ce que je préconise, c'est de faire le transfert dans la chambre et de sortir de la chambre avec le fauteuil. Oui. Mais bon, après, la réalité du terrain fait que bien souvent, on ne peut pas faire ça. Donc, ça, voilà, c'est les verticalisateurs. Verticalisateurs, donc, pour résumer, si la personne tient assise au bord du lit, qu'elle sait mettre ses pieds à plat, on peut essayer un vertique. Si elle a encore assez de tonus et qu'elle tiendra elle tiendra debout une fois qu'on l'aura mis debout, on va préconiser le way up. Voilà. Si elle a trop peu de tonus, si elle sait faire tout ça, mais qu'elle a trop peu de tonus pour tenir la position debout une fois verticalisée, on optera pour l'easy lev. Ouais. Ensuite, on choisit le type de châssis en fonction de ce qu'on veut faire dans l'appartement et de la place qu'on a. Et si, bien sûr, la personne ne sait pas faire, si elle ne tient pas assise au bord du lit, si elle ne sait pas mettre ses deux pieds à plat, là, par contre, ça sera lève-personne. Là, c'est pareil. En lève-personne, il existe deux types de lève-personne, des modèles dits compacts et des modèles dits standards. C'est pareil que pour le châssis du vertique, on va choisir en fonction de la place qu'on a dans le lieu d'habitation. Si on a trop peu de place, on prendra un compact. Si on a suffisamment de place, on prendra un standard. Il faut savoir qu'au niveau confort de transfert, on sera toujours mieux dans un standard parce que le compact va vous permettre de passer dans des endroits exigus, mais par contre, vous aurez le patient qui sera beaucoup plus proche du moteur, du vérin, du lève-personne que sur un standard. Forcément, on gagne de la place aussi. On gagne de la place, on perd légèrement en confort. Voilà. Il faut savoir aussi que passer un certain gabarit, alors je sais, ça ne se voit pas à l'écran, mais moi, par exemple, je fais 1m93. Moi, vous me mettez dans un compact, je ne suis pas très bien. Parce que vous pouvez gérer les manettes vous-même, pour le coup. Exactement. Donc, il y aura aussi la morphologie de la personne à prendre en compte. Oui, poids de taille, ça, de toute façon, sur toutes les ordos, c'est indispensable. Voilà, exactement. Le poids de taille, il faudra aussi le demander à l'origine pour savoir, en fonction des capacités maximales de nos verticalisateurs et de nos lève-personnes. Et normalement, on l'a, le poids de taille. Si on part du principe qu'on a déjà un lit médicalisé en place, on peut retrouver dans le dossier le poids et la taille. Mais bon, c'est vrai que ça, c'est important aussi à noter. Donc, en fonction de la mise en place de l'appareil, il se peut que la personne ait maigri ou pris du poids, tu vois aussi. Donc, effectivement, ne pas négliger cette information qui est intéressante à la fois pour le type de matériel, mais aussi pour la sangle. Exactement. Alors, une fois qu'on a déterminé que cette personne n'est pas éligible au verticalisateur, mais au lève-personne, il va falloir aussi savoir quel type de sangle de lève-personne lui proposer. Parce qu'il existe deux grands types de sangles de lève-personne. Vous avez la sangle dite hamac. Vulgairement, on va dire que c'est un rectangle de tissu avec des accroches épaules en haut et des accroches jambes en bas. Et vous avez la sangle dite en U, qui a une forme de U à l'envers, qui, elle, va permettre de faire des transferts sécurisés où on croise entre les jambes. Oui. Ça, souvent, c'est ce qui pose problème aux pharmacies aussi. Ils ont du mal à choisir le type de sangle, justement. Alors, pour aller pour vraiment simplifier au maximum, on va dire qu'une sangle en U va à tout le monde et permet de sécuriser les transferts en croisant entre les jambes et éviter le phénomène qu'on appelle toboggan, c'est-à-dire la chute par l'avant dans la sangle. Et permet surtout de mettre la sangle pour le transfert et quand on arrive à destination, que ce soit au lit ou au fauteuil, de retirer la sangle et de venir la remettre qu'au retransfert. Ce qu'on ne peut pas faire avec une sangle hamac. Une sangle hamac, vous venez chercher votre patient au lit, vous le latéralisez, vous lui mettez
la sangle, vous le repassez sur le dos, vous le relatéralisez, vous déployez la sangle à Mac. Ensuite, vous venez le chercher avec le lève-personne. Quand vous allez le poser dans le fauteuil, vous n'aurez pas accès pour retirer cette sangle. C'est-à-dire que si la personne passe 3, 4, 5 heures sur ce fauteuil, elle va passer 3, 4, 5 heures assise sur cette sangle. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais. Alors qu'une sangle en U, quand vous prenez quelqu'un au lit, que vous l'amenez au fauteuil, dès qu'il est au fauteuil, vous pouvez lui retirer cette sangle en U et vous viendrez lui repositionner cette sangle pour le transférer à la fin. Elle ne va pas rester sous ses fesses. D'une manière générale, il faut du tonus pour être dans une sangle en U. Donc, toutes les personnes trop hypotoniques, on passera directement sur une sangle hamac. Ou une personne amputée des 2 membres inférieurs, par exemple, on passera sur du hamac. Oui, ok. Voilà. Oui, alors ça, c'est important aussi, notamment, par exemple, pour les patients diabétiques qui ont subi des amputations. Alors après, on peut utiliser une sangle en U sur les patients amputés. Tout dépend de la longueur du moignon que nous avons au niveau des jambes. Si on a assez de longueur de moignon au niveau de la jambe, au niveau du fémur, on pourra utiliser des sangles en U. Si on a une amputation vraiment courte au niveau du pli de l'aine, là, on partira sur du hamac. Pareil, dans le choix de la taille de la sangle, si vous hésitez par exemple entre une taille M et une taille L, parce que votre patient au niveau poids-taille, il est entre les deux, prenez toujours une sangle plus grande. Okay. Vous arriverez à transférer votre patient et vous lui apporterez du confort. Parce qu'une sangle trop petite, c'est inconfortable et ça cisaille au niveau des membres inférieurs. Et il y a un tableau d'ABAC justement pour choisir la sangle? Alors, pour la sangle, oui, nous avons ça dans notre catalogue que vous pouvez aussi retrouver sur notre site internet. On part sensiblement sur les mêmes tailles que pour le textile, que pour les vêtements. Oui, ok. Vous pouvez aussi retrouver une aide au choix en fonction de la pathologie du patient, où on vous dit déjà quel type de sangle correspond à ce type de pathologie. Et on vous dit aussi en fonction si vous avez des habitudes, si vous souhaitez la retirer au fauteuil ou si vous souhaitez la laisser, ce genre de choses. On vous aiguille pour vous dire quelle forme de sangle et quel modèle de sangle correspond le mieux à votre patient. Ok. Alors, au niveau, on n'a pas parlé des remboursements. Mais les verticalisateurs ou les lève-personnes bénéficient du même code LPP. C'est-à-dire que quand le médecin fait une ordonnance pour un appareil de transfert, c'est le même code LPP. Alors, vous allez retrouver pour l'appareil de transfert pris en charge à la location 2 codes LPP. Un pour les 32 premières semaines, qui est le code 12 31 782. Et au-delà de la 32e semaine, ça bascule sur un second code LPP qui est le 12 78 654, où là, du coup, la sécurité sociale continue à rembourser la location de l'appareil, mais un cran en dessous. Voilà. À l'origine, les 32 premières semaines, on est sur 17,53 € TTC, me semble-t-il. Et ensuite, on passe aux alentours de 10 ou 11 € au-delà de la 32e semaine. Ok. Quand le patient… Oui, je vous écoute. J'ai une question qui me vient là, Thomas. Parce que ça, c'est valable pour beaucoup de dispositifs médicaux, pour le coup. Mon ordonnance, généralement, les médecins font des ordonnances de 32 semaines et au-delà, ou c'est toujours inférieur et renouvelé? Comment ça se passe? Alors, ça bascule automatiquement. C'est-à-dire qu'il ne le précise pas, le médecin, sur son ordonnance. Il précise un appareil de transfert. Et c'est en fait, quand vous le déclarez à la Sécu pour le remboursement, c'est eux qui vont, à partir de la date de mise en place, qui vont mettre ce décompte. Donc, ça bascule automatiquement. Donc, on facture une première fois jusqu'à 32 semaines au code LPP. Quand ça va au-delà, on choisit le deuxième. La dégressivité se fait automatiquement. Exactement, exactement. Okay, mais du coup, on n'a pas cette question à se poser de se dire, OK, ça va durer plus longtemps que 32 semaines, donc je démarre tout de suite avec la LPP la plus basse. On est d'accord? Non, on n'a pas la question à se poser. OK, ça marche. Alors, quand vous mettez en place un appareil de transfert à la location, il faut savoir que la sécurité sociale prend aussi en charge une partie de l'achat de la sangle par le patient. Oui. Voilà. Donc là, Nausicaa Médicale, on a un code LPP en nom propre qui est le 627 04 62.
qui couvrent aussi bien nos sangles de verticalisateur que nos sangles de lève-personne, quelle que soit leur forme. Ok. Donc là, c'est une participation à l'achat de la sangle par la Sécurité sociale pour un montant de 24,15 € TTC. D'accord. Donc ça, c'est à l'achat. Hein. Oui, Ok. la sangle est à l'achat. C'est de l'achat. Ok. Exactement. Il n'y a pas de code LPP pour l'achat de matériel de transfert pris en charge par la Sécu. Ah, oui. Que de la location. Donc, on est d'accord que sur l'ordonnance, on a un premier code LPP avec l'allocation jusqu'à 32 semaines. Et en dessous, on a un autre code LPP pour participation à l'achat de la sangle. Alors, sincèrement, je n'ai jamais eu accès à une ordonnance de médecin généraliste. Je pense qu'en règle générale, ils font une ordonnance avec demande d'appareil de transfert type lève-malade, parce que le généraliste, la plupart du temps, il ne connaît pas… voilà, il se contente, voilà, il ne sait pas faire la différence, il marque lève-malade et c'est aux professionnels de santé à qui on remet l'ordonnance de poser des questions, savoir si on va mettre un lève-personne, un verticalisateur et c'est toujours associé avec la sangle. Voilà, mais du coup, le pharmacien doit associer la sangle sur son ordonnance pour la prise en charge, on est d'accord. Hein. Oui. Ouais. Mais ça, souvent, c'est à noter à la main aussi. Oui. Parce que les codes LPP ne sont pas connus par les médecins, de toute façon. Ah bah, faut pas s'attendre, qu'un médecin mette LPP. Enfin… Non, mais il y a certains médecins qui… mais il faudra… Plus sangle de maintien. J'ai déjà vu. Plus achat, alors c'est location d'un appareil de transfert, plus achat de sangle. Oui, alors souvent, ils ne mettent pas achat, mais ils mettent plus sangle de maintien et puis au pharmacien de savoir que la sangle, c'est à l'achat avec une LPP et le vertic ou le lève-patient, c'est une autre LPP. Mais en fait, il faut savoir que ce soit un verticalisateur en lève-personne, l'un ne va pas sans l'autre, il faut toujours une sangle. Tout à fait. C'est pour ça que c'est intéressant de le rappeler et de rappeler ce code LPP, justement. OK. Donc, bien sûr, on a vu, il faut faire cette évaluation des capacités physiques du patient pour savoir si on va y mettre un verticalisateur ou un lève-personne. On peut, dans un premier temps, débuter avec un verticalisateur et au bout de quelques mois ou, je l'espère, quelques années, refaire une évaluation patient et faire évoluer l'appareil de transfert. La personne n'a plus la capacité de tenir assise au bord du lit seul ou aidée, de mettre ses pieds à plat et passer sur un lève-personne. Le cheminement normal dans la grabbatisation, c'est fauteuil releveur, ensuite guidon de transfert, où là, c'est la personne qui se verticalise toute seule par le biais de son tonus et de sa force et une fois debout et encore en capacité de déambuler. Quand elle n'est plus capable, on va pouvoir lui présenter un verticalisateur où elle va être en position debout sur un appareil de transfert. Et quand elle n'est plus capable de faire cela, on va lui présenter le lève-personne. Ça, c'est le cheminement logique de la grabbatisation. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas passer trop vite à l'étape du lève-personne quand quelqu'un a encore des capacités physiques qui lui permettent d'être transféré autrement. Ben oui, forcément. C'est un raccourci qu'on rencontre au quotidien et qui… Après, c'est dommage parce qu'on va être sur quelqu'un qui va des fois ne pas accepter cet appareil de transfert, qui va lui faire peur. Plus la famille ou les aidants qui ne sont pas formés, qui ne savent pas l'utiliser. La personne ne va plus être transférée, l'appareil va être mis dans un coin, va servir à faire sécher du linge. On l'a tous vu. Oui, c'est vrai. Et on va être sur quelqu'un qui va se laisser partir rapidement. Donc, c'est très important de choisir le bon appareil de transfert. Ou permettre aux petits-enfants de venir et de jouer avec le vertic quand ils viennent voir mamie le week-end. C'est vrai. Alors, ça se recharge, hein? Oui, on est sur des appareils qui fonctionnent sur batterie. Oui. Donc, la législation européenne nous interdit le fonctionnement de l'appareil lorsqu'il est branché sur une prise de secteur. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que si l'aidant ou la famille ou le soignant veut utiliser l'appareil alors qu'il est branché sur une prise de secteur, l'appareil ne fonctionnera pas. Et bien souvent, ils appellent en disant « je ne comprends pas, l'appareil ne fonctionne pas alors qu'il est branché sur la prise ». C'est normal. L'appareil doit être branché sur la prise que quand on recharge la batterie. Donc, par exemple, pour recharger une batterie, c'est fin de journée, quand on a fait le dernier transfert de la journée, je branche mon appareil sur secteur toute la nuit, je le débranche le lendemain matin pour l'utiliser toute la journée. Oui.
Les appareils sont aussi équipés d'un bouton d'arrêt d'urgence. C'est une obligation, ça fait partie du cahier des charges. Tous les appareils de transfert du marché français ont un gros bouton rouge d'arrêt d'urgence. C'est la même chose. Si ce bouton est enclenché, plus rien ne fonctionne. Donc, si quelqu'un appelle en disant l'appareil ne fonctionne plus, première des choses à demander, c'est est-ce que le bouton d'arrêt d'urgence est enclenché? Si c'est le cas, le désenclencher et l'appareil refonctionnera. Voilà. C'est les deux causes d'appel les plus courantes. Oui, c'est ça. C'est la prise secteur. Est-ce qu'il est branché sur la prise secteur et le bouton d'arrêt d'urgence? Exactement. Alors, j'ai plus de batterie. Ma petite mamie est dans l'appareil. Alors, vous n'avez plus de batterie, vous avez commencé à verticaliser ou à lever avec le lève-personne le patient et vous n'avez plus de batterie. Tous les appareils de transfert, que ce soit verticalisateur ou lève-personne, sont équipés de ce qu'on appelle une descente d'urgence mécanique qui se trouve sur la tête haute du vérin. Vous allez rencontrer deux types de descente d'urgence. Pour les verticalisateurs, ça va être une pince rouge où vous pincez cette partie rouge et avec le poids du patient, vous allez pouvoir redescendre tout doucement le patient pour l'asseoir dans son fauteuil ou sur le bord de lit. Sur les lève-personnes, c'est une bague rouge que vous allez dévisser dans le sens anti-horaire, donc jusqu'à ce que vous redescendiez la personne dans le lit ou dans le fauteuil. Ouais, mécanique, oui. Exactement. Nos appareils sont équipés aussi de descente électrique. Alors ça, c'est quand on a encore de la batterie, mais par exemple, vous avez cassé la télécommande pendant le transfert. Oui. Vous avez cassé votre télécommande pendant le transfert, vous pouvez encore redescendre le patient parce que vous avez un bouton de descente électrique sur le bloc de commande. Voilà. Et bien sûr, si vous n'avez plus du tout de batterie, vous utiliserez la descente d'urgence mécanique. Voilà, ok. Ça met combien de temps de se recharger? Vous dites toute une nuit, mais du coup, c'est quelques heures d'affilée? Alors, tout dépendra de la technologie de batterie que vous avez dans votre appareil de transfert. Nous commercialisons des appareils avec batterie au lithium qui ont une plus grande autonomie et qui rechargent plus rapidement. On propose aussi, le cas échéant, du plomb, mais on estime qu'à l'heure actuelle, il vaut mieux utiliser du lithium. Pour une batterie, que ce soit une batterie au plomb ou une batterie au lithium, moi, je préconise une charge complète toute une nuit. Il faut éviter des microcharges. Ça abîme les batteries, surtout les batteries au plomb. Donc, avec une batterie plomb, je dirais que vous faites 2 charges complètes dans la semaine. Par exemple, vous faites une charge complète toute une nuit le mardi soir jusqu'au mercredi matin et vous refaites une charge complète le vendredi soir jusqu'au samedi matin. Et là, normalement, vous êtes bon et vous n'avez pas de soucis. 2 fois par semaine, oui, d'accord. Oui, 2 fois par semaine, mais c'est surtout faire des charges complètes d'une nuit. Oui, oui, c'est la durée de la charge qui va donner aussi l'autonomie après derrière, forcément. Exactement. D'accord. Alors, j'ai une question, Thomas. Tout à l'heure, vous parliez sur le verticalisateur Way-Up ou EasyLev. Vous parliez de châssis. Est-ce que les deux appareils donnent le choix justement des 2 châssis aussi? Oui. Les 2 appareils, on peut avoir les 2 châssis. Exactement. Que vous ayez choisi un Way-Up ou un EasyLev, dans les 2 cas, vous pouvez choisir un châssis fixe ou un châssis à écartement des pieds. Oui, d'accord. Vous avez la possibilité sur les 2 appareils. OK. Je fais une petite aparté sur le verticalisateur Way-Up. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est primordial et très important à savoir. Sur notre verticalisateur Way-Up, la sangle se positionne au niveau des lombaires, à la taille au niveau des lombaires. OK. Si elle n'est pas positionnée à cet endroit-là, vous n'aurez pas le résultat efficient de cet appareil. Bien souvent, nos sangles, par manque d'informations, sont utilisées en sous-axillaire sur le Way-Up. Oui. Et il ne faut pas les utiliser en sous-axillaire parce que du coup, vous n'arrivez pas à avoir une bonne verticalisation. Oui, on se retrouve avec un patient qui est à moitié, enfin pas totalement verticalisé du coup. Pas totalement verticalisé, avec un peu de contrainte sur les articulations des épaules. Nous, on appelle ça vulgairement une position chimpanzé. Oui, d'accord. Voilà, je ne sais pas si vous voyez l'image. cette position. Voilà, totalement. Voilà. Donc, pour éviter cela, il faut savoir que sur le Way-Up, on fonctionne avec la sangle positionnée au niveau des lombaires, au niveau de la taille. Oui. Et pas autrement. Ok, donc ça, c'est à préciser, effectivement. Exactement. Très important. Ok. Du coup, je peux vous poser d'autres questions ou vous avez terminé sur votre présentation?
Moi, j'ai terminé. Vous pouvez me poser des questions. Et si j'ai la réponse, Ouais. je répondrai. On disait justement, on était dans le cadre où une personne, un aidant arrivait avec l'ordonnance matérielle de transfert. On parlait tout à l'heure du monde de bisounours. Bon, ben là, c'est le cas aussi. C'est-à-dire que nous, on préconise aussi aux pharmacies de faire régulièrement des suivis de leurs patients. Donc, on a mis en place un lit médicalisé et généralement, on leur dit aux pharmacies labellisées, faites un suivi. Parce qu'on est d'accord que le premier jour, quand on met en place un lit, un matelas sur une sortie d'hospice ou sur une chute ou sur voilà, quoi que ce soit, on n'est plus dans l'urgence. Donc, on va gérer l'urgence de mettre en place le bon lit, le bon matelas. Mais c'est vrai que très souvent, on ne pense pas forcément, déjà, on ne pense pas au coussin d'assise tout de suite, mais en plus, on ne pense pas forcément non plus à demander comment tu fais le transfert du lit au fauteuil. Donc, nous, on part du principe aussi que c'est dès lors qu'on va pouvoir instaurer un suivi. Alors, généralement, on leur dit, appelez votre patient ou passez le voir si vous pouvez à J plus 3-4. C'est à ce moment-là aussi où on peut être à l'origine d'une mise en place d'un matériel de transfert. On est d'accord. Exactement. Parce que, voilà, on est à J plus 4. Tiens, comment est-ce que ça se passe la nuit? Est-ce qu'il se lève encore pour aller aux toilettes? Comment se passe le transfert du lit au fauteuil? Et puis là, on va vous dire, ah bah ouais, il a du mal, il y a quelqu'un qui passe tous les jours, mais on doit l'aider péniblement avec un déambulateur, il se tient il met des coussins, il se tient à la chaise, ok. Donc c'est à ce moment-là aussi où on peut être à l'origine de ça et demander pour le coup, soit à la famille de demander une ordo au médecin, ou soit si on est en super entente avec son médecin et qu'on fait des retours réguliers, toujours dans le monde des bisounours, on est d'accord. Mais c'est de se dire, voilà, on va demander au médecin de faire une ordonnance aussi sur matériel de transfert. D'où l'importance de faire un suivi de ses patients. Exactement, exactement. Dès lors qu'on met en place un lit médicalisé, il faut savoir comment la personne se transfère, où elle est assise, sur quoi elle est assise, comment elle est transférée. Il faut poser toutes ces questions. Il ne faut pas se limiter à mettre juste le lit médicalisé. Est-ce que la personne a besoin d'un support thérapeutique pour une prévention d'escarre, un compresseur avec un matelas à air? Est-ce qu'un matelas à mémoire de forme suffit? Toutes ces questions devraient être posées. Dès qu'on met un lit médicalisé en place, il faut s'assurer de savoir quel est le fauteuil nécessaire pour cette personne, comment elle est transférée, est-ce qu'elle a des rougeurs qui nécessitent de la prévention d'escarre. Voilà, il faut poser toutes ces questions-là. Et notamment le fauteuil aussi, puisque les bases justement des verticalisateurs ou des lève-personnes font que parfois aussi, en fonction du fauteuil qui est déjà en place à la maison, quelquefois c'est compliqué d'aller jusqu'au fauteuil. On n'y arrive pas, justement. C'est aussi pour ça tout à l'heure qu'il faut aussi poser quelques questions pour le choix du châssis du verticalisateur. Oui. Parce que si la personne vous dit on ne peut pas passer sous le fauteuil du patient parce qu'il y a un châssis qui n'est pas prévu pour passer dessous, là, ça vous indiquera qu'il faut passer sur un châssis de verticalisateur à écartement des pieds où on passera de part et d'autre du fauteuil quand on va vouloir venir installer la personne dedans. Ça fait partie aussi des questions à poser. Oui. Voilà, parce que si on sait qu'on ne peut pas passer dessous le fauteuil avec l'appareil de transfert, on va choisir un type de châssis qui correspond à ce fauteuil-là. Après, il existe ce qu'on appelle des pieds d'éléphant pour rehausser certains fauteuils. Voilà. Par exemple, nous, chez Innovesa, nous faisons des fauteuils de confort releveurs qui sont posés à même le sol et pour lesquels on ne peut pas passer dessous. Oui, exact. Mais si la personne demain a besoin d'un appareil de transfert, on a en option des pieds qui viennent rehausser ce fauteuil pour permettre de passer dessous avec un verticalisateur ou un lève-personne. Ce n'est pas le cas de tous les fauteuils du marché. C'est pour ça qu'il existe aussi ce qu'on appelle des pieds d'éléphant. C'est pour ça que c'est très important aussi de poser les bonnes questions, parce que quand on arrive avec un appareil à la maison et qu'on se rend compte qu'on ne peut pas du tout passer sous le fauteuil, très souvent, c'est aussi l'aide-soignante qui va arriver, qui va dire il m'a fait n'importe quoi la pharma, puisqu'au final, je ne peux même pas passer. Donc, c'est aussi travailler avec son réseau de soins, savoir qui intervient et savoir si la personne a tout ce qu'il faut, si elle a bien compris le fonctionnement, si elle peut passer sous le fauteuil, etc. D'où l'importance de travailler avec ces personnes-là aussi. Exactement, exactement. Comme on le disait tout à l'heure, on ne peut pas se limiter à mettre en place juste le lit. Il faut faire une évaluation des besoins globales dans le lieu de vie. Le fauteuil, le lit, l'aménagement de la douche, des toilettes, tout un tas de choses pour faciliter les transferts et la vie au quotidien.
Oui. Alors, est-ce qu'elles se lavent les sangles aussi? Oui, tout à fait. Nos sangles se lavent en machine. Vous avez une étiquette avec toutes les modalités d'entretien comme vous retrouvez sur un vêtement, On qui en vont vous a indiquer la température. Oui, une par une sangle par patient. oui, Il n'y a qu'une sangle prise en charge par la sécurité sociale par patient. oui. Et sur ces sangles-là, vous allez retrouver une étiquette d'entretien. Vous allez avoir la température de lavage. On va vous expliquer qu'on ne peut pas les passer au sèche-linge, que ça ne se repasse pas. Oui. Voilà. Mais vous allez pouvoir retrouver des sangles de deux types. Vous avez ce qu'on appelle les finitions jersey et vous avez ce qu'on appelle les finitions filet. Si vous avez une sangle qui est prévue pour être mouillée dans la salle de bain, on va privilégier une sangle type filet, tout simplement parce que l'eau va s'écouler plus facilement sur ce tissu-là et elle séchera plus vite. Alors attention, quand je dis qu'elle va être mouillée, on ne lave pas le patient dans l'appareil de transfert, mais c'est qu'on va prendre un cas concret. Le patient est transféré dans une sangle hamac. Je l'amène dans la douche. Je le pose sur la chaise de douche dans sa sangle hamac. La sangle hamac, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on est assis dessus, on ne peut pas la retirer. Oui. Donc, je vais laver mon patient sur sa chaise de douche, sur cette sangle hamac. Donc là, je vais privilégier une sangle de finition filet. Comme ça, elle séchera plus vite que si elle avait été en finition jersey. Oui. Voilà. Oui. Mais on ne lave pas le patient dans le lève-personne, sous la douche ou dans un verticalisateur. Je le précise parce qu'on le voit. Ah ouais, je pense. Les appareils ne sont pas prévus pour être utilisés sous la douche. Oui, c'est ça. OK. Martine, tu as des questions, toi? Non, c'est bien clair. Et... Moi, j'ai pris plein de notes, donc je vais leur faire une petite fiche d'art décisionnel, les questions à poser au comptoir. Et puis, on mettra aussi en ligne les tutos, justement, pour illustrer tout ce qu'on vient de dire. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez revenir vers Frédéric Lessard pour avoir accès aux vidéos. On a aussi un arbre décisionnel. On a aussi le tableau poids-taille pour les tailles des sangles. Et puis aussi, on a un tableau d'aide au choix en fonction de la pathologie du patient. Voilà. Tout ça, je lui demanderai aussi. Comme ça, on mettra tout en ligne à disposition. Super. Voilà. Super. Eh bien, merci beaucoup, Thomas. Bien, merci à toutes les deux. C'était très sympathique. Ouais, c'est super. Franchement, on a fait le tour de tes appareils-là. Je ferai une petite fiche technique que je vous enverrai aussi, comme ça vous me donnerez un petit peu votre go également, hein, voir si j'ai rien oublié sur votre matériel. Pour les pharmacies, donc vous allez retrouver toutes ces infos dans votre espace pro. Donc, n'hésitez pas à me solliciter hein, si vous avez perdu vos codes de connexion, parce que je sais que ça arrive très régulièrement. Et encore une fois, merci Thomas. À très bientôt. Et je crois que vous serez dispo dans pas longtemps sur le salon Autonomique, il me semble. Hein. Autonomique Lille, le 30 novembre, 1er décembre, me semble-t-il. C'est ça, exactement. Il y a des pharmacies labellisées qui sont sur le secteur hein, de Lille. C'est pour ça que je le dis aussi, parce que si elles sont intéressées pour aller faire un tour, oups, pardon, j'ai coupé ma caméra sans le vouloir. Si elles sont intéressées, elles peuvent aussi vous retrouver là-bas. Oui, bien sûr, on a un stand, on a des verticalisateurs, on a des fauteuils. Ils sont les bienvenus s'ils veulent voir comment on fait un transfert en verticalisateur, il n'y a pas de souci. De la démo en direct live. Direct live. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Thomas, à bientôt. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir.